Le Grand Maulne, partie 6, chapitre 10 de la partie 3 du roman. La maison de Franz. Mal rassuré, en proie à une sourde inquiétude, que l'heureux dénouement du tumulte de la veille n'avait pas suffi à dissiper, il me fallut rester enfermé dans l'école pendant toute la journée du lendemain. Sitôt après l'heure d'étude, qui suit la classe du soir, je pris le chemin des Sablonnières. La nuit tombait quand j'arrivai dans l'allée de sapins qui menait à la maison. Tous les volets étaient déjà clos. Je craignis d'être importun en me présentant à cette heure tardive, le lendemain d'un mariage. Je restai fort tard à rôder sur la lisière du jardin et dans les terres avoisinantes, espérant toujours voir sortir quelqu'un de la maison fermée. Mais mon espoir fut déçu. Dans la métairie voisine elle-même, rien ne bougeait, et je dus rentrer chez moi, hanté par les imaginations les plus sombres. Le lendemain, samedi, mêmes incertitudes. Le soir, je pris en hâte ma pèlerine, mon bâton, un morceau de pain pour manger en route, et j'arrivai, quand la nuit tombait déjà, pour trouver tout fermé aux Sablonnières, comme la veille. Un peu de lumière au premier étage, mais aucun bruit, pas un mouvement. Pourtant, de la cour de la métairie, je vis cette fois la porte de la ferme ouverte, le feu allumé dans la grande cuisine, et j'entendis le bruit habituel des voix et des pas à l'heure de la soupe. Ceci me rassura sans me renseigner. Je ne pouvais rien dire ni rien demander à ces gens. Et je retournai guetter encore, attendre en vain, pensant toujours voir la porte s'ouvrir et surgir enfin la haute silhouette d'Augustin. C'est le dimanche seulement, dans l'après-midi, que je résolus de sonner à la porte des Sablonnières. Tandis que je grimpais les coteaux dénudés, j'entendais sonner au loin les vêpres du dimanche d'hiver. Je me sentais solitaire et désolé. Je ne sais quel pressentiment triste m'envahissait, et je ne fus qu'à demi surpris lorsque, à mon coup de sonnette, je vis M. de Galais tout seul paraître et me parler à voix basse. Yvonne de Galais était alitée, avec une fièvre violente. Maulne avait dû partir dès vendredi matin pour un long voyage. On ne savait quand il reviendrait. Et comme le vieillard, très embarrassé, très triste, ne m'offrait pas d'entrée, je pris aussitôt congé de lui. La porte refermée, je restai un instant sur le perron, le cœur serré, dans un désarroi absolu, à regarder sans savoir pourquoi une branche de glycine desséchée que le vent balançait tristement dans un rayon de soleil. Ainsi ce remords secret que Maulne portait depuis son séjour à Paris avait fini par être le plus fort. Il avait fallu que mon grand compagnon échappât à la fin à son bonheur tenace. Chaque jeudi et chaque dimanche, je vins demander des nouvelles d'Yvonne de Galais, jusqu'au jour où, convalescente enfin, elle me fit prier d'entrer. Je la trouvai assise auprès du feu, dans le salon dont la grande fenêtre basse donnait sur la terre et les bois. Elle n'était point pâle comme je l'avais imaginé, mais tout enfiévrée, au contraire, avec de vives taches rouges sous les yeux et dans un état d'agitation extrême. Bien qu'elle parût très faible encore, elle s'était habillée comme pour sortir. Elle parlait peu, mais elle disait chaque phrase avec une animation extraordinaire, comme si elle eût voulu se persuader à elle-même que le bonheur n'était pas évanoui encore. Je n'ai pas gardé le souvenir de ce que nous avons dit. Je me rappelle seulement que j'en vins à demander avec hésitation quand Maulne serait de retour. « Je ne sais pas quand il reviendra, » répondit-elle vivement. Il y avait une supplication dans ses yeux, et je me gardai d'en demander davantage. Souvent, je revins la voir. Souvent, je causais avec elle auprès du feu, dans ce salon bas où la nuit venait plus vite que partout ailleurs. Jamais elle ne parlait d'elle-même, ni de sa peine cachée. Mais elle ne se lassait pas de me faire conter par le détail notre existence d'écolier de Sainte-Agathe. Elle écoutait gravement, tendrement, avec un intérêt quasi maternel, le récit de nos misères de grands enfants. Elle ne paraissait jamais surprise, pas même de nos enfantillages les plus audacieux, les plus dangereux. Cette tendresse attentive qu'elle tenait de M. de Galais, les aventures déplorables de son frère ne l'avaient point lassée. Le seul regret que lui inspira le passé,
c'était, je pense, de n'avoir point encore été pour son frère une confidente assez intime, puisque, au moment de sa grande débâcle, il n'avait rien osé lui dire non plus qu'à personne, et s'était jugé perdu sans recours. Et c'était là, quand j'y songe, une lourde tâche qu'avait assumée la jeune femme, tâche périlleuse de seconder un esprit follement chimérique comme son frère. Tâche écrasante quand il s'agissait de lier parti avec ce cœur aventureux qu'était mon ami le grand Maulne. De cette foi qu'elle gardait dans les rêves enfantins de son frère, de ce soin qu'elle apportait à lui conserver au moins des bribes de ce rêve dans lequel il avait vécu jusqu'à 20 ans, elle me donna un jour la preuve la plus touchante, et je dirais presque la plus mystérieuse. Ce fut par une soirée d'avril désolée comme une fin d'automne. Depuis près d'un mois, nous vivions dans un doux printemps prématuré, et la jeune femme avait repris en compagnie de M. de Galais les longues promenades qu'elle aimait. Mais ce jour-là, le vieillard se trouvant fatigué et moi-même libre, elle me demanda de l'accompagner malgré le temps menaçant. À plus d'une demi-lieue des Sablonnières, en longeant l'étang, l'orage, la pluie, la grêle nous surprirent. Sous le hangar où nous nous étions abrités contre l'averse interminable, le vent nous glaçait, debout l'un près de l'autre, pensifs, devant le paysage noirci. Je la revois, dans sa douce robe sévère, toute pâlie, toute tourmentée. « Il faut rentrer, disait-elle. Nous sommes partis depuis si longtemps. Qu'a-t-il pu se passer ?» Mais, à mon étonnement, lorsqu'il nous fut possible enfin de quitter notre abri, la jeune femme, au lieu de revenir vers les Sablonnières, continua son chemin et me demanda de la suivre. Nous arrivâmes, après avoir longtemps marché, devant une maison que je ne connaissais pas, isolée au bord d'un chemin défoncé qui devait aller vers Prévrange. C'était une petite maison bourgeoise, couverte en ardoise, et que rien ne distinguait du type usuel dans ce pays, sinon son éloignement et son isolement. À voir Yvonne de Galais, on eût dit que cette maison nous appartenait et que nous l'avions abandonnée durant un long voyage. Elle ouvrit, en se penchant, une petite grille et se hâta d'inspecter avec inquiétude le lieu solitaire. Une grande cour herbeuse, où des enfants avaient dû venir pendant les longues et lentes soirées de la fin de l'hiver, était ravinée par l'orage. Un cerceau trempait dans une flaque d'eau. Dans les jardinets où les enfants avaient semé des fleurs et des pois, la grande pluie n'avait laissé que des traînées de gravier blanc. Et enfin nous découvrîmes, blottis contre le seuil d'une des portes mouillées, toute une couvée de poussins transpercés par l'averse. Presque tous étaient morts sous les ailes raidies et les plumes fripées de la mer. À ce spectacle pitoyable, la jeune femme eut un cri étouffé. Elle se pencha et, sans souci de l'eau ni de la boue, triant les poussins vivants d'entre les morts, elle les mit dans un pan de son manteau. Puis nous entrâmes dans la maison dont elle avait la clé. 4 portes ouvraient sur un étroit couloir où le vent s'engouffra en sifflant. Yvonne de Galais ouvrit la première à notre droite et me fit pénétrer dans une chambre sombre où je distinguai, après un moment d'hésitation, une grande glace et un petit lit recouvert, à la mode campagnarde, d'un édredon de soie rouge. Quant à elle, après avoir cherché un instant dans le reste de l'appartement, elle revint, portant la couvée malade dans une corbeille garnie de duvet, qu'elle glissa précieusement sous l'édredon. Et, tandis qu'un rayon de soleil languissant, le premier et le dernier de la journée, faisait plus pâles nos visages et plus obscure la tombée de la nuit, nous étions là, debout, glacés et tourmentés, dans la maison étrange. D'instant en instant, elle allait regarder dans le nid fiévreux, enlever un nouveau poussin mort pour l'empêcher de faire mourir les autres. Et chaque fois, il nous semblait que quelque chose, comme un grand vent par les carreaux cassés du grenier, comme un chagrin mystérieux d'enfant inconnu, se lamentait silencieusement. « C'était ici, » me dit enfin ma compagne, « la maison de Franz quand il était petit. Il avait voulu une maison pour lui tout seul, loin de tout le monde, dans laquelle il pût aller jouer, s'amuser et vivre quand cela lui plairait. Mon père avait trouvé cette fantaisie si extraordinaire, si drôle,
qu'il n'avait pas refusé. Et quand cela lui plaisait, un jeudi, un dimanche, n'importe quand, Franz partait habiter dans sa maison comme un homme. Les enfants des fermes d'alentour venaient jouer avec lui, l'aider à faire son ménage, travailler dans le jardin. C'était un jeu merveilleux. Et le soir venu, il n'avait pas peur de coucher tout seul. Quant à nous, nous l'admirions tellement que nous ne pensions pas même à être inquiets. Maintenant et depuis longtemps, poursuivit-elle, avec un soupir, la maison est vide. Monsieur de Galais, frappé par l'âge et le chagrin, n'a jamais rien fait pour retrouver ni rappeler mon frère. Et que pourrait-il tenter? Moi, je passe ici bien souvent. Les petits paysans des environs viennent jouer dans la cour comme autrefois, et je me plais à imaginer que ce sont les anciens amis de Franz, que lui-même est encore un enfant, et qu'il va revenir bientôt avec la fiancée qu'il s'était choisie. Ces enfants-là me connaissent bien. Je joue avec eux. Cette couvée de petits poulets était à nous. Tout ce grand chagrin dont elle n'avait jamais rien dit, ce grand regret d'avoir perdu son frère si fou, si charmant et si admiré. Il avait fallu cette averse et cette débâcle enfantine pour qu'elle me les confiât. Et je l'écoutais sans rien répondre, le cœur tout gonflé de sanglots. Les portes et la grille refermées, les poussins remis dans la cabane en planches qu'il y avait derrière la maison, elle reprit tristement mon bras et je la reconduisis. Des semaines, des mois passèrent. Époque passée, bonheur perdu. De celle qui avait été la fée, la princesse et l'amour mystérieux de toute notre adolescence, c'est à moi qu'il était échu de prendre le bras et de dire ce qu'il fallait pour adoucir son chagrin, tandis que mon compagnon avait fui. De cette époque, de ces conversations, le soir, après la classe, que je faisais sur la côte de Saint-Benoît-des-Champs, de ces promenades où la seule chose dont il eût fallu parler était la seule sur laquelle nous étions décidés à nous taire, que pourrais-je dire à présent? Je n'ai pas gardé d'autre souvenir que celui, à demi effacé déjà, d'un beau visage amaigri, de deux yeux dont les paupières s'abaissent lentement tandis qu'ils me regardent, comme pour déjà ne plus voir qu'un monde intérieur. Et je suis demeuré son compagnon fidèle, compagnon d'une attente dont nous ne parlions pas. Durant tout un printemps et tout un été, comme il n'y en aura jamais plus. Plusieurs fois, nous retournâmes, l'après-midi, à la maison de Franz. Elle ouvrait les portes pour donner de l'air, pour que rien ne fût moisi quand le jeune ménage reviendrait. Elle s'occupait de la volaille à demi sauvage qui gîtait dans la basse-cour. Et le jeudi ou le dimanche, nous encouragions les jeux des petits campagnards d'alentour, dont les cris et les rires, dans le site solitaire, faisaient paraître plus déserte et plus vide encore la petite maison abandonnée. Chapitre 11. Conversation sous la pluie. Le mois d'août, époque des vacances, m'éloigna des sablonnières et de la jeune femme. Je dus aller passer à Sainte-Agathe mes 2 mois de congé. Je revis la grande cour sèche, le préau, la classe vide. Tout parlait du Grand Maulne. Tout était rempli des souvenirs de notre adolescence déjà finie. Pendant ces longues journées jaunies, je m'enfermais comme jadis, avant la venue de Maulne, dans le cabinet des archives, dans les classes désertes. Je lisais, j'écrivais, je me souvenais. Mon père était à la pêche au loin. Milly, dans le salon, cousait ou jouait du piano comme jadis. Et dans le silence absolu de la classe, où les couronnes de papier vert déchirées, les enveloppes des livres de prix, les tableaux épongés, tout disait que l'année était finie, les récompenses distribuées. Tout attendait l'automne, la rentrée d'octobre et le nouvel effort. Je pensais de même que notre jeunesse était finie et le bonheur manquait. Moi aussi, j'attendais la rentrée aux Sablonnières et le retour d'Augustin qui, peut-être, ne reviendrait jamais. Il y avait cependant une nouvelle heureuse que j'annonçai à Milly lorsqu'elle se décida à m'interroger sur la nouvelle mariée. Je redoutais ses questions, sa façon à la fois très innocente et très maligne de vous plonger soudain dans l'embarras en mettant le doigt sur votre pensée la plus secrète.
Je coupai court à tout en annonçant que la jeune femme de mon ami Maulne serait mère au mois d'octobre. À part moi, je me rappelais le jour où Yvonne de Galais m'avait fait comprendre cette grande nouvelle. Il y avait eu un silence, de ma part, un léger embarras de jeune homme, et j'avais dit tout de suite, inconsidérément, pour le dissiper, songeant trop tard à tout le drame que je remuais ainsi, « Vous devez être bien heureuse ». Mais elle, sans arrière-pensée, sans regret, ni remords, ni rancune, elle avait répondu avec un beau sourire de bonheur. « Oui, bien heureuse ». Durant cette dernière semaine de vacances, qui est en général la plus belle et la plus romantique, semaine de grande pluie, semaine où l'on commence à allumer les feux, et que je passais d'ordinaire à chasser dans les sapins noirs et mouillés du Vieux-Nançay, je fis mes préparatifs pour rentrer directement à Saint-Benoît-des-Champs. Firmin, ma tante Julie et mes cousines du Vieux-Nançay m'eussent posé trop de questions auxquelles je ne voulais pas répondre. Je renonçais pour cette fois à mener durant 8 jours la vie enivrante de chasseur campagnard, et je regagnais ma maison d'école 4 jours avant la rentrée des classes. J'arrivai avant la nuit dans la cour déjà tapissée de feuilles jaunies. Le voiturier parti, je déballai tristement dans la salle à manger, sonore et renfermée, le paquet de provisions que m'avait fait maman. Après un léger repas du bout des dents, impatient, anxieux, je mis ma pèlerine et partis pour une fiévreuse promenade qui me mena tout droit aux abords des Sablonnières. Je ne voulus pas m'y introduire en intrus dès le premier soir de mon arrivée. Cependant, plus hardi qu'en février, après avoir tourné tout autour du domaine où brillait seule la fenêtre de la jeune femme, je franchis, derrière la maison, la clôture du jardin et m'assis sur un banc, contre la haie, dans l'ombre commençante, heureux simplement d'être là, tout près de ce qui me passionnait et m'inquiétait le plus au monde. La nuit venait, une pluie fine commençait à tomber. La tête basse, je regardais, sans y songer, mes souliers se mouiller peu à peu et luire d'eau. L'ombre m'entourait lentement et la fraîcheur me gagnait sans troubler ma rêverie. Tendrement, tristement, je rêvais au chemin boueux de Sainte-Agathe, par ce même soir de fin septembre. J'imaginais la place pleine de brume, le garçon boucher qui siffle en allant à la pompe, le café illuminé, la joyeuse voiturée avec sa carapace de parapluie ouvert qui arrivait avant la fin des vacances, chez l'oncle Florentin. Et je me disais tristement, qu'importe tout ce bonheur, puisque Maulne, mon compagnon, ne peut pas y être, ni sa jeune femme. C'est alors que, levant la tête, je la vis à 2 pas de moi. Ses souliers, dans le sable, faisaient un bruit léger que j'avais confondu avec celui des gouttes d'eau de la haie. Elle avait sur la tête et les épaules un grand fichu de laine noire, et la pluie fine poudrait sur son front ses cheveux. Sans doute, de sa chambre, m'avait-elle aperçu par la fenêtre qui donnait sur le jardin, et elle venait vers moi. Ainsi ma mère, autrefois, s'inquiétait et me cherchait pour me dire « Il faut rentrer ». Mais, ayant pris goût à cette promenade sous la pluie et dans la nuit, elle disait seulement avec douceur « Tu vas prendre froid » et restait en ma compagnie à causer longuement. Yvonne de Galais me tendit une main brûlante, et, renonçant à me faire entrer aux Sablonnières, elle s'assit sur le banc moussu et vert de grisé, du côté le moins mouillé, tandis que, debout, appuyé du genou à ce même banc, je me penchais vers elle pour l'entendre. Elle me gronda d'abord amicalement pour avoir ainsi écourté mes vacances. « Il fallait bien, répondis-je, que je vinsse au plus tôt pour vous tenir compagnie. »« Il est vrai, dit-elle presque tout bas, avec un soupir. Je suis seule encore. Augustin n'est pas revenu. » Prenant ce soupir pour un regret, un reproche étouffé, je commençai à dire lentement « Tant de folie dans une si noble tête. Peut-être le goût des aventures plus fort que tout. » Mais la jeune femme m'interrompit, et ce fut en ce lieu, ce soir-là, que pour la première et la dernière fois, elle me parla de Maulne.
Ne parlez pas ainsi, dit-elle doucement, de François Sorel, mon ami. Il n'y a que nous, il n'y a que moi, de coupables. Songez à ce que nous avons fait. Nous lui avons dit, voici le bonheur, voici ce que tu as cherché pendant toute ta jeunesse, voici la jeune fille qui était à la fin de tous tes rêves. Comment celui que nous poussions ainsi, par les épaules, n'aurait-il pas été saisi d'hésitation, puis de crainte, puis d'épouvante, et n'aurait-il pas cédé à la tentation de s'enfuir? Yvonne, dis-je tout bas, vous saviez bien que vous étiez ce bonheur-là, cette jeune fille-là. Ah, soupira-t-elle, comment ai-je pu un instant avoir cette pensée orgueilleuse? C'est cette pensée-là qui est cause de tout. Je vous disais, peut-être que je ne puis rien faire pour lui, et au fond de moi, je pensais, puisqu'il m'a tant cherché, et puisque je l'aime, il faudra bien que je fasse son bonheur. Mais quand je l'ai vu près de moi, avec toute sa fièvre, son inquiétude, son remords mystérieux, j'ai compris que je n'étais qu'une pauvre femme comme les autres. Je ne suis pas digne de vous, répétait-il, quand ce fut le petit jour et la fin de la nuit de nos noces. Et j'essayais de le consoler, de le rassurer. Rien ne calmait son angoisse. Alors j'ai dit, « S'il faut que vous partiez, si je suis venue vers vous au moment où rien ne pouvait vous rendre heureux, s'il faut que vous m'abandonniez un temps pour ensuite revenir apaisé près de moi, c'est moi qui vous demande de partir. » Dans l'ombre, je vis qu'elle avait levé les yeux sur moi. C'était comme une confession qu'elle m'avait faite, et elle attendait, anxieusement, que je l'approuve ou la condamne. Mais que pouvais-je dire? Certes, au fond de moi, je revoyais le grand Maulne de jadis, gauche et sauvage, qui se faisait toujours punir plutôt que de s'excuser ou de demander une permission qu'on lui eût certainement accordée. Sans doute aurait-il fallu qu'Yvonne de Galais lui fît violence et, lui prenant la tête entre ses mains, lui dit « Qu'importe ce que vous avez fait, je vous aime. Tous les hommes ne sont-ils pas des pécheurs ?» Sans doute avait-elle eu grand tort, par générosité, par esprit de sacrifice, de le rejeter ainsi sur la route des aventures. Mais comment aurais-je pu désapprouver tant de bonté, tant d'amour? Il y eut un long moment de silence, pendant lequel, troublés jusqu'au fond du cœur, nous entendions la pluie froide dégoûter dans les haies et sous les branches des arbres. « Il est donc parti au matin, » poursuivit-elle. « Plus rien ne nous séparait désormais, et il m'a embrassée, simplement, comme un mari qui laisse sa jeune femme avant un long voyage. » Elle se levait. Je pris dans la mienne sa main fiévreuse, puis son bras, et nous remontâmes l'allée dans l'obscurité profonde. « Pourtant, il ne vous a jamais écrit ?» demandai-je. « Jamais, » répondit-elle. Et alors, la pensée nous venant à tous deux de la vie aventureuse qu'il menait à cette heure sur les routes de France ou d'Allemagne, nous commençâmes à parler de lui, comme nous ne l'avions jamais fait. Détails oubliés, impressions anciennes nous revenaient en mémoire, tandis que, lentement, nous regagnions la maison, faisant, à chaque pas, de longues stations pour mieux échanger nos souvenirs. Longtemps, jusqu'aux barrières du jardin, dans l'ombre, j'entendis la précieuse voix, basse, de la jeune femme. Et moi, repris par mon vieil enthousiasme, je lui parlais sans me lasser, avec une amitié profonde, de celui qui nous avait abandonnés. Chapitre 12. Le fardeau. La classe devait commencer le lundi. Le samedi soir, vers 5 heures, une femme du domaine entra dans la cour de l'école où j'étais occupé à scier du bois pour l'hiver. Elle venait m'annoncer qu'une petite fille était née aux Sablonnières. L'accouchement avait été difficile. À 9 heures du soir, il avait fallu demander la sage-femme de Prévrange. À minuit, on avait attelé de nouveau pour aller chercher le médecin de Vierzon. Il avait dû appliquer les fers.
La petite fille avait la tête blessée et criait beaucoup, mais elle paraissait bien en vie. Yvonne de Galais était maintenant très affaissée, mais elle avait souffert et résisté avec une vaillance extraordinaire. Je laissai là mon travail, courus revêtir un autre paletot, et content, en somme, de ces nouvelles, je suivis la bonne femme jusqu'aux Sablonnières. Avec précaution, de crainte que l'une des deux blessées ne fût endormie, je montai par l'étroit escalier de bois qui menait au premier étage. Et là, M. de Galais, le visage fatigué mais heureux, me fit entrer dans la chambre où l'on avait provisoirement installé le berceau entouré de rideaux. Je n'étais jamais entré dans une maison où fut né le jour même un petit enfant. Que cela me paraissait bizarre et mystérieux, et bon. Il faisait un soir si beau, un véritable soir d'été, que M. de Galais n'avait pas craint d'ouvrir la fenêtre qui donnait sur la cour. Accoudé près de moi sur l'appui de la croisée, il me racontait, avec épuisement et bonheur, le drame de la nuit. Et moi qui l'écoutais, je sentais obscurément que quelqu'un d'étranger était maintenant avec nous dans la chambre. Sous les rideaux, cela se mit à crier, un petit cri aigre et prolongé. Alors M. de Galais me dit à demi-voix « C'est cette blessure à la tête qui l'a fait crier. » Machinalement, on sentait qu'il faisait cela depuis le matin et que déjà il en avait pris l'habitude. Il se mit à bercer le petit paquet de rideaux. « Elle a ri déjà, dit-il, et elle prend le doigt. Mais vous ne l'avez pas vue ?» Il ouvrit les rideaux, et je vis une rouge petite figure bouffie, un petit crâne allongé et déformé par les fers. « Ce n'est rien, dit M. de Galais. Le médecin a dit que tout cela s'arrangerait de soi-même. Donnez-lui votre doigt, elle va le serrer. » Je découvrais, là, comme un monde ignoré. Je me sentais le cœur gonflé d'une joie étrange que je ne connaissais pas auparavant. M. de Galais entr'ouvrit avec précaution la porte de la chambre de la jeune femme. Elle ne dormait pas. « Vous pouvez entrer, dit-il. » Elle était étendue, le visage enfiévré, au milieu de ses cheveux blonds épars. Elle me tendit la main en souriant d'un air las. Je lui fis compliment de sa fille. D'une voix un peu rauque et avec une rudesse inaccoutumée, la rudesse de quelqu'un qui revient du combat. « Oui, mais on me l'a abîmée, dit-elle en souriant. Il fallut bientôt partir pour ne pas la fatiguer. Le lendemain, dimanche, dans l'après-midi, je me rendis avec une hâte presque joyeuse aux Sablonnières. À la porte, un écriteau fixé avec des épingles arrêta le geste que je faisais déjà. Prière de ne pas sonner. Je ne devinais pas de quoi il s'agissait. Je frappais assez fort. J'entendis dans l'intérieur des pas étouffés qui accouraient. Quelqu'un que je ne connaissais pas et qui était le médecin de Vierzon m'ouvrit. « Eh bien, qu'y a-t-il » fis-je vivement. « Chut, chut » me répondit-il tout bas, l'air fâché. « La petite fille a failli mourir cette nuit, et la mère est très mal. » Complètement déconcerté, je le suivis sur la pointe des pieds jusqu'au premier étage. La petite fille endormie dans son berceau était toute pâle, toute blanche, comme un petit enfant mort. Le médecin pensait la sauver. Quant à la mère, il n'affirmait rien. Il me donna de longues explications comme au seul ami de la famille. Il parla de congestion pulmonaire, d'embolie. Il hésitait, il n'était pas sûr. M. de Galais entra, affreusement vieilli en 2 jours, hagard et tremblant. Il m'emmena dans la chambre sans trop savoir ce qu'il faisait. « Il faut, me dit-il, tout bas, qu'elle ne soit pas effrayée. Il faut, a ordonné le médecin, lui persuader que cela va bien. » Tout le sang à la figure, Yvonne de Galais était étendue, la tête renversée comme la veille. Les joues et le front rouge sombre, les yeux par instants révulsés, comme quelqu'un qui étouffe, elle se défendait contre la mort avec un courage et une douceur indicibles. Elle ne pouvait parler, mais elle me tendit sa main en feu, avec tant d'amitié que je faillis éclater en sanglots. « Eh bien, dit M. de Galais très fort, avec un enjouement affreux, qui semblait de folie. « Vous voyez que pour une malade, elle n'a pas trop mauvaise mine. »
et je ne savais que répondre. Mais je gardais dans la mienne la main horriblement chaude de la jeune femme mourante. Elle voulut faire un effort pour me dire quelque chose, me demander je ne sais quoi. Elle tourna les yeux vers moi, puis vers la fenêtre, comme pour me faire signe d'aller dehors chercher quelqu'un. Mais alors, une affreuse crise d'étouffement la saisit. Ses beaux yeux bleus qui, un instant, m'avaient appelé si tragiquement, se révulsèrent. Ses joues et son front noircirent, et elle se débattit doucement, cherchant à contenir jusqu'à la fin son épouvante et son désespoir. On se précipita, le médecin et les femmes, avec un ballon d'oxygène, des serviettes, des flacons, tandis que le vieillard, penché sur elle, criait, comme si déjà elle eût été loin de lui, de sa voix rude et tremblante. « N'aie pas peur, Yvonne, ce ne sera rien, tu n'as pas besoin d'avoir peur. » Puis la crise s'apaisa. Elle put souffler un peu, mais elle continua à suffoquer à demi, les yeux blancs, la tête renversée, luttant toujours, mais incapable, fût-ce un instant, pour me regarder et me parler, de sortir du gouffre où elle était déjà plongée. Et comme je n'étais utile à rien, je dus me décider à partir. Sans doute, j'aurais pu rester un instant encore, et à cette pensée, je me sens étreint par un affreux regret. Mais quoi? J'espérais encore. Je me persuadais que tout n'était pas si proche. En arrivant à la lisière des sapins, derrière la maison, songeant au regard de la jeune femme tournée vers la fenêtre, j'examinais avec l'attention d'une sentinelle ou d'un chasseur d'hommes la profondeur de ce bois par où Augustin était venu jadis et par où il avait fui l'hiver précédent. Hélas, rien ne bougea. Pas une ombre suspecte, pas une branche qui remue. Mais, à la longue, là-bas, vers l'allée qui venait de Prévrange, j'entendis le son très fin d'une clochette. Bientôt parut au détour du sentier un enfant avec une calotte rouge et une blouse d'écolier qui suivait un prêtre. Et je partis, dévorant mes larmes. Le lendemain était le jour de la rentrée des classes. À 7 heures, il y avait déjà 2 ou 3 gamins dans la cour. J'hésitais longuement à descendre, à me montrer. Et lorsque je parus enfin, tournant la clé de la classe moisie, qui était fermée depuis 2 mois, ce que je redoutais le plus au monde arriva. Je vis le plus grand des écoliers se détacher du groupe qui jouait sous le préau et s'approcher de moi. Il venait me dire que la jeune dame des Sablonnières était morte hier à la tombée de la nuit. Tout se mêle pour moi, tout se confond dans cette douleur. Il me semble maintenant que jamais plus je n'aurai le courage de recommencer la classe. Rien que traverser la cour aride de l'école, c'est une fatigue qui va me briser les genoux. Tout est pénible, tout est amer puisqu'elle est morte. Le monde est vide, les vacances sont finies. Finies les longues courses perdues en voiture. Finie la fête mystérieuse. Tout redevint la peine que c'était. J'ai dit aux enfants qu'il n'y aurait pas de classe ce matin. Ils s'en vont, par petits groupes, porter cette nouvelle aux autres à travers la campagne. Quant à moi, je prends mon chapeau noir, une jaquette bordée que j'ai, et je m'en vais misérablement vers les Sablonnières. Me voici devant la maison que nous avions tant cherchée il y a 3 ans. C'est dans cette maison qu'Yvonne de Galais, la femme d'Augustin Maulne, est morte hier soir. Un étranger la prendrait pour une chapelle, tant il s'est fait de silence depuis hier dans ce lieu désolé. Voilà donc ce que nous réservait ce beau matin de rentrée, ce perfide soleil d'automne qui glisse sous les branches. Comment lutterais-je contre cette affreuse révolte, cette suffocante montée de larmes? Nous avions retrouvé la belle jeune fille, nous l'avions conquise. Elle était la femme de mon compagnon, et moi, je l'aimais de cette amitié profonde et secrète qui ne se dit jamais. Je la regardais, et j'étais content comme un petit enfant. J'aurais un jour peut-être épousé une autre jeune fille, et c'est à elle, la première, que j'aurais confié la grande nouvelle secrète. Près de la sonnette, au coin de la porte, on a laissé l'écriteau d'hier.
On a déjà apporté le cercueil dans le vestibule, en bas. Dans la chambre du premier, c'est la nourrice de l'enfant qui m'accueille, qui me raconte la faim et qui entr'ouvre doucement la porte. La voici. Plus de fièvre, ni de combat, plus de rougeur, ni d'attente, rien que le silence, et, entourée d'ouates, un dur visage insensible et blanc, un front mort d'où sortent les cheveux drus et durs. Monsieur de Galais, accroupi dans un coin, nous tournant le dos, est en chaussettes, sans souliers, et il fouille avec une terrible obstination dans des tiroirs en désordre, arrachés d'une armoire. Il en sort de temps à autre avec une crise de sanglots qui lui secoue les épaules, comme une crise de rire, une photographie ancienne, déjà jaunie, de sa fille. L'enterrement est pour midi. Le médecin craint la décomposition rapide qui suit parfois les embolies. C'est pourquoi le visage, comme tout le corps d'ailleurs, est entouré d'ouates imbibées de phénol. L'habillage terminé, on lui a mis son admirable robe de velours bleu sombre, semée par endroits de petites étoiles d'argent, mais il a fallu aplatir et friper les belles manches à gigots maintenant démodées. Au moment de faire monter le cercueil, on s'est aperçu qu'il ne pourrait pas tourner dans le couloir trop étroit. Il faudrait avec une corde le hisser du dehors par la fenêtre et de la même façon le faire descendre ensuite. Mais monsieur de Galais, toujours penché sur de vieilles choses parmi lesquelles il cherche on ne sait quel souvenir perdu, intervient alors avec une véhémence terrible. « Plutôt, dit-il d'une voix coupée par les larmes et la colère, plutôt que de laisser faire une chose aussi affreuse, c'est moi qui la prendrais et la descendrais dans mes bras. » Et il ferait ainsi, au risque de tomber en faiblesse, à mi-chemin, et de s'écrouler avec elle. Mais alors, je m'avance, je prends le seul parti possible, avec l'aide du médecin et d'une femme, passant un bras sous le dos de la morte étendue, l'autre sous ses jambes, je la charge contre ma poitrine. Assise sur mon bras gauche, les épaules appuyées contre mon bras droit, sa tête retombante retournée sous mon menton, elle pèse terriblement sur mon cœur. Je descends lentement, marche par marche, le long escalier raide, tandis qu'en bas, on apprête tout. J'ai bientôt les deux bras cassés par la fatigue. À chaque marche, avec ce poids sur la poitrine, je suis un peu plus essoufflée. Agrippée au corps inerte et pesant, je baisse la tête sur la tête de celle que j'emporte. Je respire fortement et ses cheveux blonds aspirés m'entrent dans la bouche. Des cheveux morts qui ont un goût de terre. Ce goût de terre et de mort, ce poids sur le cœur, c'est tout ce qui reste pour moi de la grande aventure. Et de vous, Yvonne de Galais, jeune femme tant cherchée, tant aimée. Chapitre 13. Le cahier de devoirs mensuel. Dans la maison pleine de tristes souvenirs, où des femmes, tout le jour, berçaient et consolaient un tout petit enfant malade, le vieux monsieur de Galais ne tarda pas à s'aliter. Au premier grand froid de l'hiver, il s'éteignit paisiblement, et je ne pus me tenir de verser des larmes au chevet de ce vieil homme charmant, dont la pensée indulgente et la fantaisie alliée à celle de son fils avaient été la cause de toute notre aventure. Il mourut, fort heureusement, dans une incompréhension complète de tout ce qui s'était passé et, d'ailleurs, dans un silence presque absolu. Comme il n'avait plus, depuis longtemps, ni parents, ni amis dans cette région de la France, il m'institua par testament son légataire universel jusqu'au retour de Maulne, à qui je devais rendre compte de tout, s'il revenait jamais. Et c'est aux Sablonnières désormais que j'habitais. Je n'allais plus à Saint-Benoît que pour y faire la classe, partant le matin de bonne heure, déjeunant à midi d'un repas préparé au domaine, que je faisais chauffer sur le poêle, et rentrant le soir aussitôt après l'étude. Ainsi, je pus garder près de moi l'enfant que les servantes de la ferme soignaient. Surtout, j'augmentais mes chances de rencontrer Augustin, s'il rentrait un jour aux Sablonnières. Je ne désespérais pas, d'ailleurs, de découvrir à la longue dans les meubles, dans les tiroirs de la maison, quelques papiers, quelque indice qui me permît de connaître l'emploi de son temps,
durant le long silence des années précédentes, et peut-être ainsi de saisir les raisons de sa fuite, ou tout au moins de retrouver sa trace. J'avais déjà vainement inspecté je ne sais combien de placards et d'armoires, ouvert dans les cabinets de débarras une quantité d'anciens cartons de toutes formes qui se trouvaient tantôt remplis de liasses de vieilles lettres et de photographies jaunies de la famille de Galais, tantôt bondés de fleurs artificielles, de plumes, d'aigrettes et d'oiseaux démodés. Il s'échappait de ces boîtes je ne sais quelle odeur fanée, quel parfum éteint, qui soudain réveillait en moi pour tout un jour les souvenirs, les regrets, et arrêtait mes recherches. Un jour de congé, enfin, j'avisai au grenier une vieille petite malle longue et basse, couverte de poils de porc à demi rongés, et que je reconnus pour être la malle d'écolier d'Augustin. Je me reprochais de n'avoir point commencé par là mes recherches. J'en fis sauter facilement la serrure rouillée. La malle était pleine jusqu'au bord des cahiers et des livres de Sainte Agathe. Arithmétique, littérature, cahiers de problèmes, que sais-je. Avec attendrissement plutôt que par curiosité, je me mis à fouiller dans tout cela, relisant les dictées que je savais encore par cœur, tant de fois nous les avions recopiées. L'aqueduc, de Rousseau, Une aventure en Calabre, de P.L. Courrier, lettre de George Sand à son fils. Il y avait aussi un cahier de devoirs mensuels. J'en fus surpris, car ces cahiers restaient au cours et les élèves ne les emportaient jamais au dehors. C'était un cahier vert tout jauni sur les bords. Le nom de l'élève, Augustin Maulne, était écrit sur la couverture en ronde magnifique. Je l'ouvris. À la date des devoirs, avril 1880, je reconnus que Maulne l'avait commencé peu de jours avant de quitter Sainte-Agathe. Les premières pages étaient tenues avec le soin religieux qui était de règle lorsqu'on travaillait sur ce cahier de composition. Mais il n'y avait pas plus de 3 pages écrites. Le reste était blanc, et voilà pourquoi Maulne l'avait emporté. Tout en réfléchissant, agenouillé par terre, à ses coutumes, à ses règles puériles qui avaient tenu tant de place dans notre adolescence, je faisais tourner sous mon pouce le bord des pages du cahier inachevé. Et c'est ainsi que je découvris de l'écriture sur d'autres feuillets. Après 4 pages laissées en blanc, on avait recommencé à écrire. C'était encore l'écriture de Maulne, mais rapide, mal formée, à peine lisible. De petits paragraphes de largeur inégale, séparés par des lignes blanches. Parfois, ce n'était qu'une phrase inachevée. Quelquefois, une date. Dès la première ligne, je jugeais qu'il pouvait y avoir là des renseignements sur la vie passée de Maulne à Paris, des indices sur la piste que je cherchais, et je descendis dans la salle à manger pour parcourir à loisir, à la lumière du jour, l'étrange document. Il faisait un jour d'hiver clair et agité. Tantôt le soleil vif dessinait les croix des carreaux sur les rideaux blancs de la fenêtre, tantôt un vent brusque jetait aux vitres une averse glacée. Et c'est devant cette fenêtre, auprès du feu, que je lus ces lignes qui m'expliquèrent tant de choses et dont voici la copie très exacte. Chapitre 14. Le secret. Je suis passé une fois encore sous la fenêtre. La vitre est toujours poussiéreuse et blanchie par le double rideau qui est derrière. Yvonne de Galais l'ouvrirait-elle que je n'aurais rien à lui dire, puisqu'elle est mariée? Que faire, maintenant? Comment vivre? Samedi 13 février. J'ai rencontré, sur le quai, cette jeune fille qui m'avait renseigné au mois de juin, qui attendait comme moi devant la maison fermée. Je lui ai parlé. Tandis qu'elle marchait, je regardais de côté les légers défauts de son visage. Une petite ride au coin des lèvres, un peu d'affaissement aux joues, et de la poudre accumulée aux ailes du nez. Elle s'est retournée tout d'un coup et me regardant bien en face, peut-être parce qu'elle est plus belle de face que de profil, elle m'a dit d'une voix brève: « Vous m'amusez beaucoup. Vous me rappelez un jeune homme qui me faisait la cour, autrefois, à Bourges. Il était même mon fiancé. » Cependant, à la nuit pleine,
sur le trottoir désert et mouillé qui reflète la lueur d'un bec de gaz, elle s'est approchée de moi tout d'un coup pour me demander de l'emmener ce soir au théâtre avec sa sœur. Je remarque pour la première fois qu'elle est habillée de deuil, avec un chapeau de dame trop vieux pour sa jeune figure, un haut parapluie fin, pareil à une canne. Et comme je suis tout près d'elle, quand je fais un geste, mes ongles griffent le crêpe de son corsage. Je fais des difficultés pour accorder ce qu'elle demande. Fâchée, elle veut partir tout de suite. Et c'est moi, maintenant, qui la retiens et la prie. Alors un ouvrier qui passe dans l'obscurité plaisante à mi-voix. « N'y va pas, ma petite, il te ferait mal. » Et nous sommes restés, tous les deux, interdits. Au théâtre, les deux jeunes filles, mon amie qui s'appelle Valentine Blondeau et sa sœur, sont arrivées avec de pauvres écharpes. Valentine est placée devant moi. À chaque instant, elle se retourne, inquiète, comme se demandant ce que je lui veux. Et moi, je me sens près d'elle, presque heureux. Je lui réponds chaque fois par un sourire. Tout autour de nous, il y avait des femmes trop décolletées. Et nous plaisantions. Elle souriait, d'abord, puis elle a dit « Il ne faut pas que je rie. Moi aussi, je suis trop décolletée. » Et elle s'est enveloppée dans son écharpe. En effet, sous le carré de dentelle noire, on voyait que, dans sa hâte à changer de toilette, elle avait refoulé le haut de sa simple chemise montante. Il y a en elle je ne sais quoi de pauvre et de puéril. Il y a dans son regard je ne sais quel air souffrant et hasardeux qui m'attire. Près d'elle, le seul être au monde qui ait pu me renseigner sur les gens du domaine, je ne cesse de penser à mon étrange aventure de jadis. J'ai voulu l'interroger, de nouveau, sur le petit hôtel du boulevard. Mais, à son tour, elle m'a posé des questions si gênantes que je n'ai su rien répondre. Je sens que, désormais, nous serons, tous les deux, muets sur ce sujet. Et pourtant, je sais aussi que je la reverrai. À quoi bon? Et pourquoi? Suis-je condamné maintenant à suivre à la trace tout être qui portera en soi le plus vague, le plus lointain relent de mon aventure manquée? À minuit, seule, dans la rue déserte, je me demande ce que me veut cette nouvelle et bizarre histoire. Je marche le long des maisons pareilles à des boîtes en carton, alignées dans lesquelles tout un peuple dort. Et je me souviens tout à coup d'une décision que j'avais prise l'autre mois. J'avais résolu d'aller là-bas en pleine nuit, vers 1 heure du matin, de contourner l'hôtel, d'ouvrir la porte du jardin, d'entrer comme un voleur et de chercher un indice quelconque qui me permît de retrouver le domaine perdu, pour la revoir, seulement la revoir. Mais je suis fatiguée, j'ai faim. Moi aussi je me suis hâtée de changer de costume avant le théâtre, et je n'ai pas dîné. Agité, inquiet, pourtant je reste longtemps assis sur le bord de mon lit, avant de me coucher, en proie à un vague remords. Pourquoi? Je note encore ceci. Elles n'ont pas voulu, ni que je les reconduise, ni me dire où elles demeuraient. Mais je les ai suivies aussi longtemps que j'ai pu. Je sais qu'elles habitent une petite rue qui tourne aux environs de Notre-Dame. Mais à quel numéro? J'ai deviné qu'elles étaient couturières ou modistes. En se cachant de sa sœur, Valentine m'a donné rendez-vous pour jeudi, à 4 heures, devant le même théâtre où nous sommes allés. Si je n'étais pas là jeudi, a-t-elle dit, revenez vendredi à la même heure, puis samedi, et ainsi de suite, tous les jours. Jeudi 18 février. Je suis partie pour l'attendre dans le grand vent qui charrie de la pluie. On se disait à chaque instant, il va finir par pleuvoir. Je marche dans la demi-obscurité des rues, un poids sur le cœur. Il tombe une goutte d'eau. Je crains qu'il ne pleuve. Une averse peut l'empêcher de venir. Mais le vent se reprend à souffler et la pluie ne tombe pas cette fois encore. Là-haut, dans la grise après-midi du ciel, tantôt grise et tantôt éclatante, un grand nuage a dû céder au vent. Et je suis ici terrée dans une attente misérable. Devant le théâtre. Au bout d'un quart d'heure, je suis certain qu'elle ne viendra pas. Du quai où je suis, je surveille au loin,
sur le pont par lequel elle aurait dû venir, le défilé des gens qui passent. J'accompagne du regard toutes les jeunes femmes en deuil que je vois venir, et je me sens presque de la reconnaissance pour celles qui, le plus longtemps, le plus près de moi, lui ont ressemblé et m'ont fait espérer. 1 heure d'attente. Je suis là. À la tombée de la nuit, un gardien de la paix traîne au poste voisin un voyou qui lui jette d'une voix étouffée toutes les injures, toutes les ordures qu'il sait. L'agent est furieux, pâle, muet. Dès le couloir, il commence à cogner. Puis il referme sur eux la porte pour battre le misérable tout à l'aise. Il me vient cette pensée affreuse que j'ai renoncé au paradis et que je suis en train de piétiner aux portes de l'enfer. De guerre lasse, je quitte l'endroit et je gagne cette rue étroite et basse, entre la Seine et Notre-Dame, où je connais à peu près la place de leur maison. Tout seul, je vais et viens. De temps à autre, une bonne ou une ménagère sort sous la petite pluie pour faire avant la nuit ses emplettes. Il n'y a rien, ici, pour moi, et je m'en vais. Je repasse, dans la pluie claire qui retarde la nuit, sur la place où nous devions nous attendre. Il y a plus de monde que tout à l'heure, une foule noire. Supposition, désespoir, fatigue. Je me raccroche à cette pensée. Demain, à la même heure, en ce même endroit, je reviendrai l'attendre. Et j'ai grand hâte que demain soit arrivé. Avec ennui, j'imagine la soirée d'aujourd'hui, puis la matinée du lendemain, que je vais passer dans le désœuvrement. Mais déjà cette journée n'est-elle pas presque finie? Rentré chez moi, près du feu, j'entends crier les journaux du soir. Sans doute, de sa maison perdue quelque part dans la ville, auprès de Notre-Dame, elle les entend aussi. Elle, je veux dire, Valentine. Cette soirée que j'avais voulu escamoter me pèse étrangement, tandis que l'heure avance, que ce jour-là va bientôt finir, et que déjà je le voudrais fini. Il y a des hommes qui lui ont confié tout leur espoir, tout leur amour et leur dernière force. Il y a des hommes mourants, d'autres qui attendent une échéance, et qui voudraient que ce ne soit jamais demain. Il y en a d'autres pour qui demain pointera comme un remords, d'autres qui sont fatigués, et cette nuit ne sera jamais assez longue pour leur donner tout le repos qu'il faudrait. Et moi qui ai perdu ma journée, de quel droit est-ce que j'ose appeler demain? Vendredi soir. J'avais pensé écrire à la suite. Je ne l'ai pas revue. Et tout aurait été fini. Mais en arrivant ce soir, à 4 heures, au coin du théâtre, la voici. Fine et grave, vêtue de noir, mais avec de la poudre au visage et une collerette qui lui donne l'air d'un Pierrot coupable. Un air à la fois douloureux et malicieux. C'est pour me dire qu'elle veut me quitter tout de suite, qu'elle ne viendra plus. Et pourtant, à la tombée de la nuit, nous voici encore tous les deux, marchant lentement l'un près de l'autre, sur le gravier des Tuileries. Elle me raconte son histoire, mais d'une façon si enveloppée que je comprends mal. Elle dit « mon amant » en parlant de ce fiancé qu'elle n'a pas épousé. Elle le fait exprès, je pense, pour me choquer et pour que je ne m'attache point à elle. Il y a des phrases d'elle que je transcris de mauvaise grâce. « N'ayez aucune confiance en moi, dit-elle. Je n'ai jamais fait que des folies. J'ai couru des chemins toute seule. J'ai désespéré mon fiancé. Je l'ai abandonné parce qu'il m'admirait trop. Il ne me voyait qu'en imagination et non tel que j'étais. Or, je suis pleine de défauts. Nous aurions été très malheureux. À chaque instant, je la surprends en train de se faire plus mauvaise qu'elle n'est. Je pense qu'elle veut se prouver à elle-même qu'elle a eu raison, jadis, de faire la sottise dont elle parle, qu'elle n'a rien à regretter et n'était pas digne du bonheur qui s'offrait à elle. Une autre fois, « Ce qui me plaît en vous, m'a-t-elle dit, en me regardant longuement, ce qui me plaît en vous, je ne puis savoir pourquoi, ce sont mes souvenirs. » Une autre fois, « Je l'aime encore,
disait-elle. Plus que vous ne pensez. Et puis soudain, brusquement, brutalement, tristement. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous m'aimez, vous aussi? Vous aussi, vous allez me demander ma main? J'ai balbutié. Je ne sais pas ce que j'ai répondu. Peut-être ai-je dit oui. Cette espèce de journal s'interrompait là. Commençaient alors des brouillons de lettres illisibles, informes, raturées. Précaire fiançailles. La jeune fille, sur la prière de Maulne, avait abandonné son métier. Lui s'était occupé des préparatifs du mariage. Mais sans cesse repris par le désir de chercher encore, de partir encore sur la trace de son amour perdu, il avait dû, sans doute, plusieurs fois disparaître. Et, dans ses lettres, avec un embarras tragique, il cherchait à se justifier devant Valentine. Chapitre 15. Le secret. Suite. Puis le journal reprenait. Il avait noté des souvenirs sur un séjour qu'ils avaient fait tous les deux à la campagne, je ne sais où. Mais, chose étrange, à partir de cet instant, peut-être par un sentiment de pudeur secrète, le journal était rédigé de façon si hachée, si informe, griffonné si hâtivement aussi, que j'ai dû reprendre moi-même et reconstituer toute cette partie de son histoire. 14 juin. Lorsqu'il s'éveilla de grand matin dans la chambre de l'auberge, le soleil avait allumé les dessins rouges du rideau noir. Des ouvriers agricoles, dans la salle du bas, parlaient fort en prenant le café du matin. Ils s'indignaient, en phrases rudes et paisibles, contre un de leurs patrons. Depuis longtemps, sans doute, Maulne entendait, dans son sommeil, ce calme bruit, car il n'y prit point garde d'abord. Ce rideau semé de grappes rougies par le soleil, ces voix matinales montant dans la chambre silencieuse, tout cela se confondait dans l'impression unique d'un réveil à la campagne, au début de délicieuses grandes vacances. Il se leva, frappa doucement à la porte voisine, sans obtenir de réponse, et l'entr'ouvrit sans bruit. Il aperçut alors Valentine et comprit d'où lui venait tant de paisible bonheur. Elle dormait, absolument immobile et silencieuse, sans qu'on l'entendît respirer, comme un oiseau doit dormir. Longtemps il regarda ce visage d'enfant aux yeux fermés, ce visage si quiet qu'on eût souhaité ne l'éveiller et ne le troubler jamais. Elle ne fit pas d'autre mouvement pour montrer qu'elle ne dormait plus que d'ouvrir les yeux et de regarder. Dès qu'elle fut habillée, Maulne revint près de la jeune fille. « Nous sommes en retard, dit-elle. » Et ce fut aussitôt comme une ménagère dans sa demeure. Elle mit de l'ordre dans les chambres, brossa les habits que Maulne avait portés la veille, et quand elle en vint au pantalon, se désola. Le bas des jambes était couvert d'une boue épaisse. Elle hésita, puis, soigneusement, avec précaution, avant de le brosser, elle commença par râper la première épaisseur de terre avec un couteau. « C'est ainsi, dit Maulne, que faisaient les gamins de Sainte-Agathe quand ils s'étaient flanqués dans la boue. »« Moi, c'est ma mère qui m'a enseigné cela, dit Valentine. Et telle était bien la compagne que devait souhaiter, avant son aventure mystérieuse, le chasseur et le paysan qu'était le grand Maulne. 15 juin. À ce dîner, à la ferme, où, grâce à leurs amis qui les avaient présentés comme mari et femme, ils furent conviés, à leur grand ennui, elle se montra timide comme une nouvelle mariée. On avait allumé les bougies de 2 candélabres, chaque bout de la table couverte de toile blanche, comme à une paisible noce de campagne. Les visages, dès qu'ils se penchaient, sous cette faible clarté, baignaient dans l'ombre. Il y avait à la droite de Patrice, le fils du fermier, Valentine, puis Maulne, qui demeura taciturne jusqu'au bout, bien qu'on s'adressât presque toujours à lui. Depuis qu'il avait résolu dans ce village perdu, afin d'éviter les commentaires, de faire passer Valentine pour sa femme, un même regret,
un même remords le désolait. Et, tandis que Patrice, à la façon d'un gentilhomme campagnard, dirigeait le dîner, « C'est moi, pensait Maulne, qui devrais, ce soir, dans une salle basse comme celle-ci, une belle salle que je connais bien, présider le repas de mes noces. » Près de lui, Valentine refusait timidement tout ce qu'on lui offrait. On eût dit une jeune paysanne. À chaque tentative nouvelle, elle regardait son ami et semblait vouloir se réfugier contre lui. Depuis longtemps, Patrice insistait vainement pour qu'elle vidât son verre, lorsqu'enfin Maulne se pencha vers elle et lui dit doucement « Il faut boire, ma petite Valentine. » Alors, docilement, elle but, et Patrice félicita en souriant le jeune homme d'avoir une femme aussi obéissante. Mais tous les deux, Valentine et Maulne, restaient silencieux et pensifs. Ils étaient fatigués, d'abord. Leurs pieds trempés par la boue de la promenade étaient glacés sur les carreaux lavés de la cuisine. Et puis, de temps à autre, le jeune homme était obligé de dire « Ma femme, Valentine, ma femme ». Et chaque fois, en prononçant sourdement ce mot devant ces paysans inconnus, dans cette salle obscure, il avait l'impression de commettre une faute. 17 juin. L'après-midi de ce dernier jour commença mal. Patrice et sa femme les accompagnèrent à la promenade. Peu à peu, sur la pente inégale couverte de bruyères, les deux couples se trouvèrent séparés. Maulne et Valentine s'assirent entre les genévriers, dans un petit taillis. Le vent portait des gouttes de pluie et le temps était bas. La soirée avait un goût amer, semblait-il, le goût d'un tel ennui que l'amour même ne le pouvait distraire. Longtemps ils restèrent là, dans leur cachette, abrités sous les branches, parlant peu. Puis le temps se leva. Il fit beau. Ils crurent que maintenant tout irait bien. Et ils commencèrent à parler d'amour. Valentine parlait, parlait. « Voici, disait-elle, ce que me promettait mon fiancé, comme un enfant qu'il était. Tout de suite nous aurions eu une maison, comme une chaumière perdue dans la campagne. Elle était toute prête, disait-il. Nous y serions arrivés comme au retour d'un grand voyage, le soir de notre mariage, vers cette heure-ci, qui est proche de la nuit. Et par les chemins, dans la cour, cachés dans les bosquets, des enfants inconnus nous auraient fait fête, criant « Vive la mariée !» Quelle folie, n'est-ce pas? Maulne, interdit, soucieux, l'écoutait. Il retrouvait dans tout cela comme l'écho d'une voix déjà entendue. Et il y avait aussi, dans le ton de la jeune fille, lorsqu'elle contait cette histoire, un vague regret. Mais elle eut peur de l'avoir blessé. Elle se retourna vers lui, avec élan, avec douceur. « À vous, dit-elle, je veux donner tout ce que j'ai, quelque chose qui ait été pour moi plus précieux que tout, et vous le brûlerez. » Alors, en le regardant fixement, d'un air anxieux, elle sortit de sa poche un petit paquet de lettres qu'elle lui tendit. Les lettres de son fiancé. Ah, tout de suite, il reconnut la fine écriture. Comment n'y avait-il jamais pensé plus tôt? C'était l'écriture de Franz, le bohémien, qu'il avait vu jadis sur le billet désespéré laissé dans la chambre du domaine. Il marchait maintenant sur une petite route étroite entre les pâquerettes et les foins éclairés obliquement par le soleil de 5 heures. Si grande était sa stupeur que Maulne ne comprenait pas encore quelle déroute pour lui tout cela signifiait. Il lisait parce qu'elle lui avait demandé de lire. Des phrases enfantines, sentimentales, pathétiques. Celle-ci, dans la dernière lettre. « Ah, vous avez perdu le petit cœur. Impardonnable petite Valentine. Que va-t-il nous arriver? Enfin, je ne suis pas superstitieux. » Maulne lisait, à demi aveuglé de regret et de colère, le visage immobile, mais tout pâle, avec des frémissements sous les yeux. Valentine, inquiète de le voir ainsi, regarda où il en était
et ce qui le fâchait ainsi. « C'est, expliqua-t-elle très vite, un bijou qu'il m'avait donné en me faisant jurer de le garder toujours. Et c'était là de ces idées folles. » Mais elle ne fit qu'exaspérer Maulne. « Folle » dit-il en mettant les lettres dans sa poche. « Pourquoi répéter ce mot ? Pourquoi n'avoir jamais voulu croire en lui ? Je l'ai connu. C'était le garçon le plus merveilleux du monde. »« Vous l'avez connu ?» dit-elle au comble de l'émoi. « Vous avez connu Franz de Galais ?»« C'était mon ami le meilleur. C'était mon frère d'aventure. Et voilà que je lui ai pris sa fiancée. »« Ah !» poursuivit-il avec fureur. « Quel mal vous nous avez fait, vous qui n'avez voulu croire à rien. Vous êtes cause de tout. C'est vous qui avez tout perdu. Tout perdu. » Elle voulut lui parler, lui prendre la main, mais il la repoussa brutalement. « Allez-vous-en. Laissez-moi. »« Eh bien, s'il en est ainsi, » dit-elle, le visage en feu, bégayant et pleurant à demi. « Je partirai, en effet. Je rentrerai à Bourges, chez nous, avec ma sœur. Et si vous ne revenez pas me chercher, vous savez, n'est-ce pas, que mon père est trop pauvre pour me garder. Eh bien, je repartirai pour Paris. Je battrai les chemins, comme je l'ai déjà fait une fois. Je deviendrai certainement une fille perdue, moi qui n'ai plus de métier. » Et elle s'en alla chercher ses paquets pour prendre le train, tandis que Maulne, sans même la regarder partir, continuait à marcher au hasard. Le journal s'interrompait de nouveau. Suivaient encore des brouillons de lettres. Lettres d'un homme indécis, égaré. Rentré à la Ferté-d'Angillon, Maulne écrivait à Valentine, en apparence pour lui affirmer sa résolution de ne jamais la revoir, et lui en donner des raisons précises, mais, en réalité, peut-être pour qu'elle lui répondît. Dans une de ses lettres, il lui demandait ce que, dans son désarroi, il n'avait pas même songé d'abord à lui demander. Savait-elle où se trouvait le domaine tant cherché ? Dans une autre, il la suppliait de se réconcilier avec Franz de Galais. Lui-même se chargeait de le retrouver. Toutes les lettres dont je voyais les brouillons n'avaient pas dû être envoyées. Mais il avait dû écrire 2 ou 3 fois sans jamais obtenir de réponse. Ça avait été pour lui une période de combat affreux et misérable, dans un isolement absolu. L'espoir de revoir jamais Yvonne de Galais s'étant complètement évanoui, il avait dû peu à peu sentir sa grande résolution faiblir. Et d'après les pages qui vont suivre, les dernières de son journal, j'imagine qu'il dut, un beau matin du début des vacances, louer une bicyclette pour aller à Bourges, visiter la cathédrale. Il était parti à la première heure, par la belle route droite entre les bois, inventant en chemin 1000 prétextes à se présenter dignement, sans demander une réconciliation devant celle qui l'avait chassé. Les 4 dernières pages que j'ai pu reconstituer racontaient ce voyage et cette dernière faute. Chapitre 16. Le secret. Fin. 25 août. De l'autre côté de Bourges, à l'extrémité des nouveaux faubourgs, il découvrit, après avoir longtemps cherché, la maison de Valentine Blondeau. Une femme, la mère de Valentine, sur le pas de la porte, semblait l'attendre. C'était une bonne figure de ménagère, lourde, fripée, mais belle encore. Elle le regardait venir avec curiosité, et lorsqu'il lui demanda si mesdemoiselles Blondeau étaient ici, elle lui expliqua doucement, avec bienveillance, qu'elles étaient rentrées à Paris depuis le 15 août. « Elles m'ont défendu de dire où elles allaient, » ajouta-t-elle, « mais en écrivant à leur ancienne adresse, on fera suivre leurs lettres. » En revenant sur ses pas, sa bicyclette à la main, à travers le jardinet, il pensait « Elle est partie. Tout est fini comme je l'ai voulu. C'est moi qui l'ai forcée à cela. Je deviendrai certainement une fille perdue, disait-elle. Et c'est moi qui l'ai jetée là. C'est moi qui ai perdu la fiancée de Franz. » Et tout bas, il se répétait avec folie. « Tant mieux, tant mieux. »
avec la certitude que c'était bien, tant pis, au contraire, et que, sous les yeux de cette femme, avant d'arriver à la grille, il allait buter des 2 pieds et tomber sur les genoux. Il ne pensa pas à déjeuner et s'arrêta dans un café où il écrivit longuement à Valentine, rien que pour crier, pour se délivrer du cri désespéré qui l'étouffait. Sa lettre répétait indéfiniment « Vous avez pu, vous avez pu, vous avez pu vous résigner à cela, vous avez pu vous perdre ainsi. » Près de lui, des officiers buvaient. L'un d'eux racontait bruyamment une histoire de femme qu'on entendait par bribes. « Je lui ai dit, vous devez bien me connaître. Je fais la partie avec votre mari tous les soirs. » Les autres riaient et, détournant la tête, crachaient derrière les banquettes. Hâves et poussiéreux, Maulne les regardait comme un mendiant. Il les imagina tenant Valentine sur leurs genoux. Longtemps, à bicyclette, il erra autour de la cathédrale, se disant obscurément « En somme, c'est pour la cathédrale que j'étais venu. » Au bout de toutes les rues, sur la place déserte, on la voyait monter énorme et indifférente. Ces rues étaient étroites et souillées, comme les ruelles qui entourent les églises de village. Il y avait çà et là l'enseigne d'une maison louche, une lanterne rouge. Maulne sentait sa douleur perdue, dans ce quartier malpropre, vicieux, réfugié, comme aux anciens âges, sous les arcs-boutants de la cathédrale. Il lui venait une crainte de paysan, une répulsion pour cette église de la ville, où tous les vices sont sculptés dans des cachettes, qui est bâtie entre les mauvais lieux et qui n'a pas de remède pour les plus pures douleurs d'amour. 2 filles vinrent à passer, se tenant par la taille et le regardant effrontément. Par dégoût ou par jeu, pour se venger de son amour ou pour l'abîmer, Maulne les suivit lentement à bicyclette, et l'une d'elles, une misérable fille dont les rares cheveux blonds étaient tirés en arrière par un faux chignon, lui donna rendez-vous pour 6 heures au jardin de l'archevêché, le jardin où Franz, dans une de ses lettres, donnait rendez-vous à la pauvre Valentine. Il ne dit pas non, sachant qu'à cette heure, il aurait depuis longtemps quitté la ville. Et de sa fenêtre basse, dans la rue en pente, elle resta longtemps à lui faire des signes vagues. Il avait hâte de reprendre son chemin. Avant de partir, il ne put résister au morne désir de passer une dernière fois devant la maison de Valentine. Il regarda de tous ses yeux et put faire provision de tristesse. C'était une des dernières maisons du faubourg, et la rue devenait une route à partir de cet endroit. En face, une sorte de terrain vague formait comme une petite place. Il n'y avait personne aux fenêtres, ni dans la cour, nulle part. Seul, le long d'un mur, traînant 2 gamins en guenilles, une sale fille poudrée passa. C'est là que l'enfance de Valentine s'était écoulée, là qu'elle avait commencé à regarder le monde de ses yeux confiants et sages. Elle avait travaillé, cousu, derrière ses fenêtres, et Franz était passé pour la voir, lui sourire, dans cette rue de faubourg. Mais maintenant, il n'y avait plus rien. Rien. La triste soirée durait, et Maulne savait seulement que quelque part, perdue, durant ce même après-midi, Valentine regardait passer dans son souvenir cette place morne où jamais elle ne viendrait plus. Le long voyage qui lui restait à faire pour rentrer devait être son dernier recours contre sa peine, sa dernière distraction forcée avant de s'y enfoncer tout entier. Il partit. Aux environs de la route, dans la vallée, de délicieuses maisons fermières, entre les arbres, au bord de l'eau, montraient leurs pignons pointus garnis de treillis verts. Sans doute, là-bas, sur les pelouses, des jeunes filles attentives parlaient de l'amour. On imaginait, là-bas, des âmes, de belles âmes. Mais, pour Maulne, à ce moment, il n'existait plus qu'un seul amour. Cet amour mal satisfait qu'on venait de souffleter si cruellement, et la jeune fille, entre toutes, qu'il eût dû protéger, sauvegarder,
était justement celle-là qu'il venait d'envoyer à sa perte. Quelques lignes hâtives du journal m'apprenaient encore qu'il avait formé le projet de retrouver Valentine coûte que coûte, avant qu'il fût trop tard. Une date, dans un coin de page, me faisait croire que c'était là ce long voyage pour lequel madame Maulne faisait des préparatifs lorsque j'étais venu à la Ferté-d'Angillon pour tout déranger. Dans la mairie abandonnée, Maulne notait ses souvenirs et ses projets par un beau matin de la fin du mois d'août, lorsque j'avais poussé la porte et lui avais apporté la grande nouvelle qu'il n'attendait plus. Il avait été repris, immobilisé, par son ancienne aventure, sans oser rien faire ni rien avouer. Alors avait commencé le remords, le regret et la peine, tantôt étouffé, tantôt triomphant, jusqu'au jour des noces où le cri du bohémien dans les sapins lui avait théâtralement rappelé son premier serment de jeune homme. Sur ce même cahier de devoirs mensuels, il avait encore griffonné quelques mots en hâte, à l'aube, avant de quitter, avec sa permission, mais pour toujours, Yvonne de Galais, son épouse depuis la veille. Je pars. Il faudra bien que je retrouve la piste des 2 bohémiens qui sont venus hier dans la sapinière et qui sont partis vers l'est à bicyclette. Je ne reviendrai près d'Yvonne que si je puis ramener avec moi et installer dans la maison de Franz et Valentine mariés. Ce manuscrit, que j'avais commencé comme un journal secret et qui est devenu ma confession, sera, si je ne reviens pas, la propriété de mon ami, François Sorel. Il avait dû glisser le cahier en hâte sous les autres, refermer à clé son ancienne petite malle d'étudiant et disparaître. Chapitre 17. Épilogue. Le temps passa. Je perdais l'espoir de revoir jamais mon compagnon, et de mornes jours s'écoulaient dans l'école paysanne, de tristes jours dans la maison déserte. Franz ne vint pas au rendez-vous que je lui avais fixé, et d'ailleurs ma tante Moinelle ne savait plus depuis longtemps où habitait Valentine. La seule joie des Sablonnières, ce fut bientôt la petite fille qu'on avait pu sauver. À la fin de septembre, elle s'annonçait même comme une solide et jolie petite fille. Elle allait avoir 1 an. Cramponnée aux barreaux des chaises, elle les poussait toute seule, s'essayant à marcher sans prendre garde aux chutes, et faisait un tintamarre qui réveillait longuement les échos sourds de la demeure abandonnée. Lorsque je la tenais dans mes bras, elle ne souffrait jamais que je lui donne un baiser. Elle avait une façon sauvage et charmante en même temps de frétiller et de me repousser la figure avec sa petite main ouverte, en riant aux éclats. De toute sa gaieté, de toute sa violence enfantine, on eût dit qu'elle allait chasser le chagrin qui pesait sur la maison depuis sa naissance. Je me disais parfois, sans doute, malgré cette sauvagerie, sera-t-elle un peu mon enfant? Mais, une fois encore, la Providence en décida autrement. Un dimanche matin de la fin de septembre, je m'étais levé de fort bonne heure, avant même la paysanne qui avait la garde de la petite fille. Je devais aller pêcher au Cher avec 2 hommes de Saint-Benoît et Jasmin de Louche. Souvent ainsi, les villageois d'alentour s'entendaient avec moi pour de grandes parties de braconnage, pêche à la main, la nuit, pêche aux éperviers prohibés. Tout le temps de l'été, nous partions les jours de congé, dès l'aube, et nous ne rentrions qu'à midi. C'était le gagne-pain de presque tous ces hommes. Quant à moi, c'était mon seul passe-temps, les seules aventures qui me rappelassent les équipées de jadis. Et j'avais fini par prendre goût à ces randonnées, à ces longues pêches le long de la rivière ou dans les roseaux de l'étang. Ce matin-là, j'étais donc debout, à 5h30, devant la maison, sous un petit hangar adossé au mur qui séparait le jardin anglais des Sablonnières du jardin potager de la ferme. J'étais occupé à démêler mes filets que j'avais jetés en tas le jeudi d'avant. Il ne faisait pas jour tout à fait, c'était le crépuscule d'un beau matin de septembre. Et le hangar où je démêlais à la hâte mes engins se trouvait à demi plongé dans la nuit. J'étais là, silencieux et affairé,
lorsque soudain j'entendis la grille s'ouvrir. Un pas criait sur le gravier. « Oh, me dis-je, voici mes gens plus tôt que je n'aurais cru, et moi qui ne suis pas prêt. » Mais l'homme qui entrait dans la cour m'était inconnu. C'était, autant que je pus distinguer, un grand gaillard barbu, habillé comme un chasseur ou un braconnier. Au lieu de venir me trouver là où les autres savaient que j'étais toujours, à l'heure de nos rendez-vous, il gagna directement la porte d'entrée. Bon, pensai-je, c'est quelqu'un de leurs amis qu'ils auront convié sans me le dire, et ils l'auront envoyé en éclaireur. L'homme fit jouer doucement, sans bruit, le loquet de la porte, mais je l'avais refermé, aussitôt sorti. Il fit de même à l'entrée de la cuisine. Puis, hésitant un instant, il tourna vers moi, éclairé par le demi-jour, sa figure inquiète. Et c'est alors seulement que je reconnus le grand Maulne. Un long moment, je restais là, effrayé, désespéré, repris soudain par toute la douleur qu'avait réveillée son retour. Il avait disparu derrière la maison, en avait fait le tour, et il revenait, hésitant. Alors je m'avançai vers lui et, sans rien dire, je l'embrassai en sanglotant. Tout de suite, il comprit. « Ah !» dit-il d'une voix brève. « Elle est morte, n'est-ce pas ?» Et il resta là, debout, sourd, immobile et terrible. Je le pris par le bras et doucement, je l'entraînai vers la maison. Il faisait jour maintenant. Tout de suite, pour que le plus dur fût accompli, je lui fis monter l'escalier qui menait vers la chambre de la morte. Sitôt entré, il tomba à 2 genoux devant le lit et, longtemps, resta la tête enfouie dans ses 2 bras. Il se releva enfin, les yeux égarés, titubant, ne sachant où il était. Et, toujours le guidant par le bras, j'ouvris la porte qui faisait communiquer cette chambre avec celle de la petite fille. Elle s'était éveillée toute seule, pendant que sa nourrice était en bas, et, délibérément, s'était assise dans son berceau. On voyait tout juste sa tête étonnée tournée vers nous. « Voici ta fille, » dis-je. Il eut un sursaut et me regarda. Puis il la saisit et l'enleva dans ses bras. Il ne put pas bien la voir d'abord, parce qu'il pleurait. Alors, pour détourner un peu ce grand attendrissement et ce flot de larmes, tout en la tenant très serrée contre lui, assise sur son bras droit, il tourna vers moi sa tête baissée et me dit « Je les ai ramenés, les 2 autres. Tu iras les voir dans leur maison. » Et, en effet, au début de la matinée, lorsque je m'en allais, tout pensif et presque heureux vers la maison de Franz, qu'Yvonne de Galais m'avait jadis montrée déserte, j'aperçus de loin une manière de jeune ménagère en collerette qui balayait le pas de sa porte, objet de curiosité et d'enthousiasme pour plusieurs petits vachers endimanchés qui s'en allaient à la messe. Cependant, la petite fille commençait à s'ennuyer d'être serrée ainsi, et comme Augustin, la tête penchée de côté pour cacher et arrêter ses larmes, continuait à ne pas la regarder, elle lui flanqua une grande tape de sa petite main sur sa bouche barbue et mouillée. Cette fois, le père leva bien haut sa fille, la fit sauter au bout de ses bras, et la regarda avec une espèce de rire. Satisfaite, elle battit des mains. Je m'étais légèrement reculé pour mieux les voir, un peu déçu, et pourtant émerveillé. Je comprenais que la petite fille avait enfin trouvé là le compagnon qu'elle attendait obscurément. La seule joie que m'eût laissée le grand Maulne, je sentais bien qu'il était revenu pour me la prendre. Et, déjà, je l'imaginais, la nuit, enveloppant sa fille dans un manteau, et partant avec elle pour de nouvelles aventures.